Ma fiancée a dit, tu es un obstacle à mon épanouissement. J'ai répondu, alors épanoui Théoï sans obstacle. J'ai transféré toutes les factures à son nom, mis fin aux fiançailles, changé les serrures et j'ai regardé son soi-disant épanouissement se transformer en dette. J'ai 34 ans, H. Ma fiancée, Clarisse, a 31 ans, F. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 4 ans, fiancés depuis 9 mois. Nous vivons dans une maison de ville que je possède, bien que posséder se soit transformé en nous vivons ici dès l'instant où elle a emménagé. Je travaille dans la gestion de projets pour une entreprise de construction. Stable, prévisible, peu sexy. Clarisse travaille dans la stratégie de marque, ce qui semble signifier VIB, déjeuner de réseautage, et dire des mots comme trajectoire sans expliquer à quoi ils se connectent. Quand nous nous sommes fiancés, je pensais que nous étions alignés. Même calendrier, mêmes objectifs, maison, mariage, enfants dans quelques années, des choses normales. Elle disait qu'elle voulait de la stabilité. Je l'ai cru. Cette croyance est devenue coûteuse. Quelque part entre les photos de fiançailles et le choix des faire-part, Clarisse a décidé qu'elle dépassait tout. Son travail ne suffisait pas. Notre quartier n'était pas inspirant. Ma routine était de basse fréquence. Elle a commencé à écouter des podcasts sur la vie de haute valeur et à parler de l'importance de la proximité avec l'ambition plus que de la loyauté. J'ai essayé de suivre, encourager des cours, payer des conférences, couvert les augmentations de loyer, pour qu'elle puisse respirer. Quand elle a quitté son emploi pour devenir consultante indépendante, je n'ai pas paniqué. J'ai ajusté le budget et me suis dit que c'était temporaire. Ce que je n'ai pas remarqué tout de suite, c'est comment elle a commencé à me parler, pas avec moi, mais à moi. Si je remettais en question un achat, j'opérais par peur. Si je posais des questions sur les revenus, je bloquais l'abondance. Si je suggérais de ralentir, elle souriait et disait, « Tu ne penses juste pas grand. » Hier soir, lors d'un dîner que j'avais préparé, elle a enfin dit à voix haute, « Tu es un obstacle à mon épanouissement, pas dans une dispute, pas en colère, mais calme, certaine, comme si elle l'avait répété. » Elle a expliqué que ma stabilité était en fait une limitation, que mes attentes étaient des ancres, que l'amour ne devait pas ressembler à de la redevabilité. J'ai regardé la femme que j'étais censé épouser et j'ai réalisé qu'elle parlait déjà de moi au passé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste hoché la tête. Parce que quand quelqu'un vous dit que vous êtes un obstacle, la chose la plus respectueuse à faire est de vous écarter. Elle n'avait aucune idée à quel point j'allais être littéral. L'avantage de traiter quelqu'un d'obstacle est que vous supposez qu'il se battra pour rester ou s'effondrera sur place. Clarisse ne s'attendait pas à la troisième option, la conformité. Le lendemain matin, après qu'elle l'ait dit, elle semblait plus légère, plus lumineuse, comme si elle avait enfin été honnête et s'attendait à des applaudissements. Elle se promenait dans la maison pieds nus, au téléphone, enregistrant un message vocal à quelqu'un sur le fait de choisir l'alignement plutôt que le confort. Elle n'a même pas remarqué que j'étais silencieux. Je suis allé travailler comme d'habitude. Je l'ai embrassée sur la joue comme d'habitude. Elle n'a pas levé les yeux. Au déjeuner, j'ai commencé à faire une liste. Hypothèque, charges, internet, assurance auto, carte de crédit, service de streaming, forfait téléphonique, abonnement à la salle de sport, les arts du mariage, le compte d'épargne commun qui s'était lentement transformé en sa piste de décollage personnel. Tout était à mon nom. Tout. Je me suis souvenu qu'elle avait dit un jour, en riant, « Tu es si bon pour gérer les trucs d'adultes ennuyeux. » À l'époque, je pensais que c'était un compliment. Il s'est avéré que c'était une délégation. Ce soir-là, elle est rentrée pleine d'énergie. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré un gars qui comprend vraiment. Pas de manière romantique. Elle a rapidement précisé, juste quelqu'un qui opère à son niveau. Il l'avait invité à un dîner de mastermind. $250 l'assiette. Elle a supposé que je paierais parce que c'est un investissement. J'ai demandé calmement, dans quoi? Elle a roulé des yeux si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester bloqués. En moi? Dans notre avenir? Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à manger. Cela l'a agacé plus que n'importe quelle dispute auparavant. Tu fais encore ton truc, a-t-elle claqué. Le jugement silencieux. J'écoute, ai-je dit. Elle s'est adossée, les bras croisés.
J'ai juste besoin d'un partenaire qui ne me pèse pas chaque fois que je veux m'étendre. C'était là encore. Obstacle. Poids. Traîner. J'ai hoché la tête et dit, alors épanouis-toi sans obstacle. Elle a souri d'un air suffisant, comme si elle avait gagné quelque chose. Cette nuit-là, elle est allée se coucher tôt, écouteurs aux oreilles, écoutant probablement quelque chose sur le pouvoir féminin et le timing divin. Je suis resté debout tard. À minuit, tous les paiements automatiques avaient été retirés de mes comptes. À 1h du matin, j'avais commencé à les transférer à son nom. Elle a dormi pendant tout ça. L'épanouissement, après tout, est mieux vécu de première main. Les répercussions ne se sont pas produites immédiatement. Cela n'arrive jamais. Les gens comme Clarisse supposent que les systèmes fonctionnent d'eux-mêmes parce qu'ils l'ont toujours fait. La première faille est apparue 3 jours plus tard. J'étais sous la douche quand elle a frappé à la porte de la salle de bain, d'un coup sec et impatient. « As-tu changé quelque chose avec Internet ?» J'ai rincé le savon de mes mains et j'ai dit, je l'ai transféré. « À qui ?» a-t-elle demandé. « À toi. » Il y a eu une pause, puis un rire, pas amusé, mais confus. « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai coupé l'eau. « Tu as dit que tu voulais t'épanouir. L'indépendance adulte en fait partie. » Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. C'est alors que son ton a changé. Sec. Celui qu'elle utilisait quand les serveurs se trompaient de commande ou quand les gens n'étaient pas immédiatement d'accord avec sa vision du monde. Tu ne fais pas des choses comme ça sans m'en parler. Tu ne m'as pas parlé avant de décider que j'étais un obstacle. Elle a ricané. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. Apparemment, les déclarations émotionnelles étaient un jeu équitable. Les conséquences administratives ne l'étaient pas. Au dîner, elle a découvert le changement de forfait téléphonique, puis l'email de l'abonnement à la salle de sport, puis les alertes de streaming. Chacune l'a frappée comme une piqûre de moustique. Petite, irritante, cumulative. Elle m'a accusé d'être passif-agressif, de saboter sa concentration, d'essayer de la faire revenir à la conformité. J'ai calmement expliqué que rien n'était annulé, juste transféré, entièrement sous son contrôle maintenant. C'est de l'abus financier, a-t-elle claqué. J'ai presque ri, presque. Ce que tu veux dire, ai-je dit, c'est que tu es mal à l'aise d'être responsable de la vie que tu as conçue. Elle m'a dit que je n'étais pas solidaire, que de vrais partenaires ne tiraient pas le tapis sous les pieds de quelqu'un au milieu d'un cycle d'épanouissement. Je lui ai rappelé qu'elle était déjà descendue du tapis. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé, non pas parce qu'elle était blessée, mais parce qu'elle était furieuse que je ne panique pas. Le lendemain matin, je suis parti travailler tôt. À midi, j'avais un email de la banque confirmant que les démarches de reprise de prêt hypothécaire avaient été initiées. Le soir, elle cherchait sur Google comment annuler les transferts de services publics. L'épanouissement, il s'avère, a une courbe d'apprentissage. À la fin de la semaine, Clarisse a cessé de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu et a commencé à le traiter comme une attaque personnelle. Elle est rentrée en tempête, ses talons jetés à la porte, son téléphone déjà à la main comme une preuve. Sais-tu à quel point c'est embarrassant de recevoir un appel de la compagnie d'électricité me demandant mon historique de paiement? Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur portable. Non, je l'ai toujours géré. Elle a claqué son sac. Tu fais ça pour me punir. Non, ai-je dit calmement. Je fais ça pour m'aligner sur tes valeurs. Cela l'a mise hors d'elle. Elle a fait les 100 pas dans le salon, fulminant sur le fait que je sabotais son élan, que le stress tuait la créativité, que c'était le pire moment pour que je me retrouve soudainement avec une colonne vertébrale. Elle a dit que j'étais le petit, mesquin, que des hommes comme moi avaient peur des femmes qui montaient en niveau. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, si ma présence est une limitation, la retirer devrait te libérer. Elle m'a regardé, la mâchoire serrée. Tu déformes mes mots. Je les prends au sérieux. Cette nuit-là, elle a dormi de nouveau dans le lit, mais me tournant le dos, faisant défiler furieusement son téléphone, ses pouces volants. J'ai attrapé des fragments de texte réfléchis sur l'écran sombre. Des plaintes, de la victimisation, quelque chose sur des problèmes de contrôle. Le lendemain matin, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles. Pas de mots, pas de discours, juste la bague.
Elle l'a trouvé 1 heure plus tard. J'ai entendu le souffle aigu de l'autre pièce. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que nous ne nous marions pas. Elle a ri, un rire aigu et incrédule. Tu ne peux pas simplement annuler des fiançailles parce que tu fais une crise de colère. Je n'annule pas, ai-je dit. Je corrige une erreur. C'est alors qu'elle a explosé. Elle m'a accusé de lui faire perdre son temps, de lui voler ses meilleures années, d'être intimidée par son évolution. Elle a dit que personne d'autre ne supporterait ma rigidité. Je lui ai dit qu'elle avait raison et qu'elle devrait trouver quelqu'un qui puisse se permettre son épanouissement sans appeler ça de l'amour. Elle est partie en furie cet après-midi-là pour rester chez une amie. Elle a laissé la moitié de ses vêtements, a pris son ordinateur portable, a oublié son chargeur. Le soir, j'ai changé les serrures. À minuit, j'avais mis à jour le système de sécurité. L'épanouissement, après tout, exige une séparation des anciens environnements. Clarisse n'est pas revenue le lendemain, ni le jour d'après. Au début, elle a agi comme si c'était un levier temporaire, un coup de force. Elle a posté des histoires vagues sur le fait de choisir soi-même et quand l'univers retire des gens, laissez-les partir. Les gens ont inondé ses commentaires de cœur et d'affirmation. Aucune de ces personnes ne lui a offert un canapé pour plus d'un week-end. Le 4e jour, elle m'a envoyé un message comme si rien ne s'était passé. Salut, j'ai besoin de récupérer quelques affaires. J'ai répondu par une seule phrase. Fais-moi savoir l'heure. Je les laisserai dehors. C'est alors que le ton a changé. Elle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des paragraphes de messages sur l'immaturité de tout cela. Sur le fait que nous devions parler comme des adultes. Sur le fait que je la aveuglais financièrement pendant une transition vulnérable. Elle a dit qu'elle était stressée et que le stress était mauvais pour son système nerveux. Je n'ai pas répondu parce que voici ce qu'elle ne comprenait toujours pas, je ne négociais plus. J'avais fini d'expliquer la réalité à quelqu'un qui ne la respectait que lorsqu'elle lui était bénéfique. À la fin de la semaine, les factures ont commencé à être impayées. D'abord la carte de crédit, puis le téléphone, puis l'abonnement à la salle de sport dont elle avait besoin pour son état d'esprit. Les frais de retard se sont accumulés tranquillement, efficacement, sans émotion. Pas d'affirmation, pas de période de grâce pour les parcours d'épanouissement. Elle est finalement apparue le samedi. Pas d'avertissement, pas d'excuses, juste de la rage. Elle se tenait sur le porche, fixant la porte verrouillée comme si elle l'avait personnellement trahi. Elle a frappé 1 fois, puis 2 fois, puis m'a appelé en criant que c'était illégal, qu'elle vivait toujours ici, que je ne pouvais pas simplement la laisser en dehors de notre maison. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler. C'est ma maison, ai-je dit. Et tu as déménagé. Elle m'a accusé d'abandon, de manipulation, d'être menacée par son indépendance. Je lui ai tendu une boîte. À l'intérieur se trouvaient ses vêtements, son chargeur d'ordinateur portable, ses produits de soins, tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle a regardé la boîte, puis moi. Où suis-je censé aller? J'ai haussé les épaules. Partout où l'épanouissement te mènera. Elle m'a regardé comme si elle réalisait enfin que ce n'était pas un affrontement. C'était la fin. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait dit que j'étais un obstacle, elle semblait effrayée au lieu d'être supérieure. La peur ne l'a pas adoucie. Elle l'a affûtée. Le lundi, elle a cessé de demander et a commencé à exiger. Des messages vocaux m'accusant de cruauté financière. Des emails menaçant d'une action en justice. Elle n'avait clairement pas fait de recherche. De longs messages reformulant tout comme mon instabilité. Selon elle, j'étais en train de faire une spirale de contrôle parce que je ne pouvais pas gérer une femme puissante. Elle aimait vraiment ce récit. Ce qu'elle n'aimait pas, c'était sa cote de crédit. Elle m'a envoyé des captures d'écran de son application bancaire comme preuve de mes méfaits. Avis de découvert, frais de retard, une carte refusée dans un restaurant où elle devait se rendre pour le réseautage. Apparemment, le mantra ne se souciait pas de son potentiel. Tu sais, je ne peux pas me concentrer comme ça, a-t-elle écrit. Ce stress bloque littéralement mon épanouissement. J'ai répondu 1 fois, une seule ligne, l'épanouissement coûte généralement quelque chose. Cela l'a mise en orbite. Elle est réapparue en milieu de semaine, cette fois plus calme en apparence, les yeux rouges comme si elle avait répété une vulnérabilité. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi.
qu'elle avait peut-être été dure, que nous avions tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Puis elle a dit, nous n'avons pas à mettre fin à cela pour des questions de logistique. Des questions de logistique réduites pendant des années à des feuilles de calcul. Elle a suggéré un arrangement temporaire où je continuerai à gérer les factures jusqu'à ce que ses revenus se stabilisent. Elle a présenté cela comme un travail d'équipe, comme un compromis, comme de l'amour. Je lui ai posé une question. Si j'étais vraiment un obstacle, pourquoi continues-tu à essayer de me refranchir? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a claqué, parce que tu me dois ça après tout ce que j'ai mis dans cette relation. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Je lui ai dit que les fiançailles étaient terminées définitivement, que les fournisseurs du mariage avaient été avertis, les arts perdus, le calendrier effacé. Elle a hurlé, m'a traité de vindicatif, a dit que je ruinais sa vie. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai regardé réaliser que l'indépendance n'était pas une esthétique. C'était un grand livre. Et pour la première fois, elle devait l'équilibrer seule. Une fois les fiançailles officiellement rompues, Clarisse a fait pivoter sa stratégie vers la gestion des dégâts. Pas émotionnellement, mais publiquement. Ses réseaux sociaux ont changé du jour au lendemain. Fini les citations énigmatiques d'émancipation. Maintenant, c'était l'ère de la guérison, des fins inattendues, apprendre à faire confiance à nouveau. Les commentaires étaient remplis de sympathie. Les gens ont supposé que j'avais trompé. Elle ne les a jamais corrigés. Pendant ce temps, la vraie vie la rattrapait vite. Elle m'a envoyé un message pour me demander des copies des identifiants des services publics. Je lui ai dit qu'ils étaient déjà dans son email. Elle a demandé les détails du compte hypothécaire. Je lui ai rappelé qu'elle avait insisté pour être copropriétaire en esprit, pas sur papier. Puis est venu l'appel de sa mère. J'ai failli ne pas répondre. Presque. Sa mère était polie mais tendue. Elle a demandé ce qui s'était passé. Elle a dit que Clarisse luttait vraiment et ne comprenait pas comment les choses avaient dégénéré si vite. Elle a suggéré que je pourrais peut-être l'aider temporairement pour qu'elle puisse retomber sur ses pieds. Je lui ai dit la vérité calmement, que Clarisse voulait l'indépendance, que je respectais cela, que je ne punissais personne. J'avais simplement dégagé le passage. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis sa mère a soupiré et a dit qu'elle avait toujours pensé que les conséquences étaient facultatives. Cette conversation a mis fin à la culpabilité qui me restait. 2 semaines plus tard, la voiture de Clarisse a été saisie. Elle m'a envoyé un message en majuscule. Elle m'a accusé de manifester cela. Elle a dit que je célébrais sa chute. Elle a dit que je ne l'avais jamais aimée si je pouvais la regarder souffrir ainsi. J'ai regardé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu, je n'ai pas causé cela. J'ai juste cessé de l'empêcher. Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années parce que pour la première fois, son chaos ne s'infiltrait plus dans ma vie. Il était contenu. Et regarder quelqu'un affronter le poids de la vie qu'il a exigé sans l'amortir n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Après la saisie de la voiture, Clarisse est restée silencieuse pendant un moment. Pas de publication, pas de texte, pas de légende dramatique, juste le silence. Je connaissais cette phase. Cela signifiait qu'elle se débattait en coulisses, sollicitant des faveurs qu'elle avait supposées toujours là. La différence maintenant était que tout le monde attendait quelque chose en retour. De l'argent, de l'espace, des efforts, des choses qu'elle n'avait pas. Environ 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email d'une agence de recouvrement de dettes, non pas adressée à moi, mais listant mon adresse. Elle avait utilisé la maison de ville comme sa résidence stable sur plusieurs demandes de crédit après son déménagement, contrat de salle de sport, un espace de coworking, une carte de crédit professionnelle qu'elle avait souscrite pour séparer l'énergie personnelle et professionnelle. Tous refusés finalement, tous maintenant en défaut de paiement. J'ai renvoyé l'email avec une ligne, elle ne réside plus ici. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Clarisse pleurait cette fois, pas des pleurs d'influenceuse. De vrais pleurs, la voix brisée, la respiration irrégulière. Elle a dit qu'elle se noyait. Qu'elle ne comprenait pas comment les choses avaient dégénéré si vite. Qu'elle avait toujours cru que quelque chose la retiendrait. Je n'ai pas interrompu. Elle a dit, j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour me réinitialiser. Juste jusqu'à ce que je me stabilise, ce mot encore. Réinitialiser.
Je lui ai dit que je ne pouvais plus l'aider. Elle a claqué instantanément. Les larmes disparues. La rage de retour en ligne. Alors, tu vas vraiment juste me regarder me noyer? Non, ai-je dit, je vais te laisser nager. Elle m'a accusé d'apprécier cela, d'avoir besoin de la voir échouer pour me sentir puissant, d'être amer et petit. Je ne me suis pas défendu parce que la vérité était plus simple que tout ce qu'elle disait. Je ne me sentais pas puissant. Je me sentais libre. Libre du travail émotionnel constant. Libre de financer la crise d'identité de quelqu'un d'autre. Libre de me faire dire que l'amour signifiait m'effacer pour faire de la place à son ambition. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Je pensais que tu serais toujours là. Et c'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis qu'elle m'avait traité d'obstacle. Elle ne pleurait pas la relation. Elle pleurait le filet de sécurité. Quand l'appel s'est terminé, j'ai bloqué son numéro. Non pas par colère, mais par nécessité, parce que l'épanouissement, le vrai épanouissement, ne se fait pas avec des petits trous pour toujours. J'ai pensé que la bloquer serait la dernière limite. J'ai sous-estimé à quel point le sentiment d'avoir droit à tout peut devenir désespéré une fois qu'il est privé d'options. Environ un mois après notre dernier appel, j'ai reçu une notification du service antifraude de ma banque. Quelqu'un avait essayé de réinitialiser le mot de passe de l'un de mes anciens comptes joints, celui que j'avais fermé juste après la fin des fiançailles. Ils l'ont signalé parce que les réponses de sécurité étaient fausses. Ces réponses. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, mais une confirmation. Le même jour, j'ai reçu un message d'un ami commun me demandant si tout allait bien. Apparemment, Clarisse racontait aux gens que je l'avais piégée financièrement, que j'avais promis un soutien à vie, puis l'avais abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi, que j'avais saboté son crédit par dépit. Je n'ai corrigé personne. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas publié de preuves. Les gens qui ont besoin de méchants les écriront toujours. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un email d'une nouvelle adresse. Long, sinueux, moitié excuse, moitié accusation. Elle a dit qu'elle me manquait, qu'elle avait réfléchi, qu'elle comprenait enfin à quel point elle avait été dure. Puis, enterrée à mi-chemin, la vraie raison a fait surface. Elle avait été assignée. Plusieurs créanciers, un avis civil, des actions de recouvrement en cours. Sa cote de crédit s'était effondrée. Elle ne pouvait louer nulle part de décent. Ne pouvait pas louer une voiture. Ne pouvait même pas être approuvée pour un forfait téléphonique de base sans dépôt. Elle a demandé si je voulais co-signer quelque chose, juste temporairement. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas de regret. Il s'agissait d'accès. J'ai répondu avec exactement une phrase. Je n'interférerai pas avec la vie que tu as choisie. Elle a renvoyé 3 messages en succession rapide. Rage, supplication, insulte, puis rien. Ce silence était différent des autres. Final. Parce que quand quelqu'un comprend enfin qu'il n'y a pas de retour en arrière, ni émotionnellement, ni financièrement, il arrête de jouer, il disparaît. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait dit que j'étais un obstacle, j'étais absolument certain que m'écarter avait été la bonne décision. Cela fait 6 mois que les fiançailles sont officiellement terminées. Assez longtemps pour que le bruit se calme. Assez longtemps pour que l'histoire qu'elle racontait aux gens cesse d'évoluer. Assez longtemps pour que la réalité s'installe dans quelque chose d'infiltré. Je n'entends plus beaucoup parler de Clarisse. Quand je le fais, c'est par fragments. Elle a déménagé à nouveau. Elle se rebrande. Elle se concentre sur la guérison. Elle travaille à temps partiel tout en essayant de négocier des plans de paiement. Apparemment, l'épanouissement ressemble beaucoup à des paiements minimums et des appels au service clientèle quand personne ne le subventionne. Je n'en tire aucune fierté. Je ne me sens pas coupable non plus. Pendant un certain temps, j'ai rejoué ce moment encore et encore. Le dîner, la calme certitude dans sa voix quand elle a dit que j'étais un obstacle à son épanouissement. Je me demandais si j'aurais dû me battre davantage, faire plus de compromis, plier davantage. Si l'amour signifiait endurer d'être diminué. Maintenant je le vois clairement. Elle ne voulait pas d'un partenaire. Elle voulait une plateforme. Et quand les plateformes cessent de supporter un poids, elles n'ont jamais été conçues pour le porter.
Les gens appellent cela de la trahison au lieu de la physique. La vérité est que transférer les factures n'a pas été la rupture. Annuler les fiançailles non plus. Changer les serrures n'a fait que la rendre visible. La relation s'est terminée à la seconde où elle a décidé que l'épanouissement signifiait avancer pendant que quelqu'un d'autre absorbait le coup. Ces jours-ci, ma vie est plus calme, prévisible, paisible. Mon crédit est intact. Ma maison me semble de nouveau la mienne. Je fais des projets sans calculer comment l'ambition de quelqu'un d'autre me sera facturée plus tard. Parfois, je pense à l'air choqué qu'elle avait sur le Porsche, la boîte dans les bras, réalisant que l'indépendance n'était pas un slogan. C'était une responsabilité. Je n'ai pas détruit son avenir. J'ai juste cessé de le financer. Et j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt, quiconque vous appelle un obstacle a déjà l'intention de vous utiliser comme un tremplin. La seule bonne décision est de s'écarter et de laisser la gravité faire le reste. Au revoir.